On Thursday, a proceeding will start in the International Court of Justice in The Hague, whereby South Africa has sued Israel for supposedly genocide. There's nothing more atrocious and preposterous than this claim. We will be there in the International Court of Justice and will present proudly our case of using self-defense under our most inherent right under international humanitarian law, where we are doing our utmost under extremely complicated circumstances. Le président d'Israël, Herzog, aux côtés de Blinken, et lui aussi dénonçait la procédure intentée par l'Afrique du Sud, une requête qui va être entendue demain, jeudi et vendredi à La Haye, devant la Cour internationale de justice, à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale. Alors, le gouvernement sud-africain est le requérant et plusieurs, je pense à certaines personnes, notamment Israël bien sûr, mais contestent la crédibilité, la légitimité de l'Afrique du Sud, qui a toujours soutenu les Palestiniens de faire cette requête. Alors, mon invité ce soir est une grande spécialiste de ces questions, parce qu'on va se demander si cette requête peut avoir des conséquences sur la stratégie d'Israël. D'ailleurs, aujourd'hui encore, à titre d'exemple, 4 ambulanciers ont été tués dans la bande de Gaza. Vous voyez les images. Alors, est-ce que ces événements pourraient servir d'exemple aux avocats qui représentent le camp sud-africain? Mon invité est la professeure au département de droit à l'Université du Québec en Outaouais, Camille Marquis-Bissonnette, est spécialiste de ces questions. Bienvenue à l'émission. Alors, une requête en vertu de la Convention sur le génocide, est-ce que les faits allégués ou cette requête est compatible avec ce que dit cette Convention sur le génocide? En fait, c'est prévu expressément par la Convention qu'un État peut soumettre à la Cour internationale de justice, comme c'est le cas ici par l'Afrique du Sud, un différend sur l'interprétation de la Convention, y compris à savoir si un État est responsable d'un génocide. Donc, de ce côté-là, oui, c'est compatible avec la Convention. Sur le fond, est-ce qu'il y a un génocide? Ça va prendre plusieurs années à la Cour internationale de justice pour nous dire si c'est un génocide, donc je ne trancherai pas ce soir. Mais clairement, c'est pas complètement absurde. Oui. Donc, 2 aspects à la définition du génocide. On a les actes. Donc, ici, on parle de tuer des personnes, des membres d'un groupe. Donc, le génocide, en fait, c'est des actes commis dans l'intention de tuer, de détruire en tout ou en partie un groupe. Et donc, ça peut être un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ici, on parle d'un groupe national, les Palestiniens. Et donc, il y aurait le meurtre, il y aurait la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence pouvant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. On parle de soumission aussi à des conditions, à des souffrances physiques ou psychologiques. Et donc, ça, c'est très possible, très probable, en fait, que ces 3 actes-là soient remplis. Mais l'autre élément qu'on ajoute et qui est un petit peu plus compliqué à démontrer, en fait, beaucoup plus compliqué à démontrer dans tous les cas, y compris celui d'Israël, c'est est-ce qu'il y avait une intention de la part d'Israël de détruire en tout ou en partie le peuple palestinien. Et c'est là que le raisonnement de la Cour va être particulièrement intéressant. On a entendu le président Herzog dire que, dans le fond, Israël, on sait qu'il va plaider la légitime défense parce qu'on sait que le Hamas a toujours dit qu'il voulait détruire le peuple d'Israël, dont eux prennent la posture, on se défend. Donc, pour se défendre, il faut aller jusqu'à détruire le Hamas. Oui, mais il y a une différence entre détruire le Hamas puis détruire le peuple palestinien. Donc, c'est ce que Israël dit depuis le début. Hein. On fait juste s'attaquer au Hamas. C'est juste qu'ils sont camouflés. Ils se camouflent parmi la population civile. Donc, on n'a pas le choix d'attaquer les hôpitaux, de détruire les installations civiles. Mais ça ne serait pas un génocide si on ciblait juste les membres d'un groupe armé. Ici, le problème, ce qui inquiète l'Afrique du Sud, ce qui inquiète la communauté internationale, c'est qu'il y a beaucoup de morts civiles. Puis, on sent même qu'il y a des actes militaires d'Israël qui sont directement, qui visent directement la population civile. Puis là, c'est là que ça pose problème. Puis non seulement des actes militaires, mais aussi le blocus qui fait qu'il n'y a pas les biens essentiels. Israël plaide non seulement la légitime défense, mais accuse le Hamas de se servir de la population comme bouclier humain. Donc, des morts encore aujourd'hui. Au total, j'ai vérifié avant d'aller en ondes, c'est 23 357 victimes. Au-dessus de 70 journalistes ont été tués, des médecins, des équipes, même des travailleurs humanitaires qui ont été
tués. Alors, est-ce que l'argument d'Israël tient la route, que c'est le Hamas qui se sert à sa population comme bouclier humain? À mon avis, non. Dans le sens que les deux parties à un conflit, toutes les parties à un conflit armé ont des obligations. Le Hamas, en tant que partie défenseresse, parce que c'est sur le territoire de Gaza que ça se passe le conflit, a l'obligation de ne pas utiliser de bouclier humain et idéalement, ne pas mettre d'objectifs militaires au sein de la population civile. Ce qu'on a comme problème à Gaza, c'est que c'est en entier une zone densément peuplée. Donc, c'est difficile pour le Hamas de se camoufler dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de gens. Et donc, mais Israël, de son côté, a aussi l'obligation de respecter le droit international humanitaire, c'est-à-dire de ne pas cibler les civils, même si le Hamas est parmi eux. Parce que c'est la même qui demande à Israël de se retenir un peu. C'est le mot qui a été employé dès le début du conflit, il y a 3 mois, que je pense au Canada, je pense aux différents leaders européens. Aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux ne sont pas d'accord avec cette plainte à la Cour internationale de justice, entre autres parce que l'Afrique du Sud n'est pas un modèle à cet égard, parce qu'elle aurait refusé, aurait protégé un leader du Soudan. Je pense que c'est une bonne nouvelle, cette plainte-là devant la Cour internationale de justice pour le droit international. Parce que on l'a senti bien impuissant, ce droit international, devant les atrocités commises à Gaza depuis le 7 octobre. Là, on donne la chance à un tribunal de se prononcer. Il va entendre les deux parties. Ça ne sera pas une procédure partisane. C'est l'État, d'ailleurs, qui est poursuivi, et non pas des personnes. C'est absolument l'État, oui, exactement. Et donc, c'est important aussi parce qu'il y a quelque chose de spécial avec le crime de génocide. À cause de la Convention sur la prévention et la répression du génocide, tous les États du monde ont l'obligation de prévenir et de réprimer les actes de génocide. Donc, si jamais la Cour internationale de justice disait qu'il y a effectivement génocide à Gaza, à ce moment-là, tous les États seraient responsables ou coupables de ne pas avoir prévenu le génocide alors qu'on avait beaucoup d'informations. Donc, je pense que c'est aussi un peu ça la réserve qui se lève dans la communauté internationale. On sent que tout le monde va être un peu mis sur le banc des accusés si jamais on conclut qu'il y a eu génocide à Gaza. Alors, pourvu, ce n'est pas, comme le dit l'ancienne juge de la Cour suprême, Rosalie Abella, dans un texte publié hier, ce n'est pas un outrage et un abus cynique des principes de cette Convention pour la prévention des génocides. Avec tout le respect qu'on doit à la juge Abella, je pense pas que c'est un abus de droit, non. Je pense qu'en fait, la Convention pour le génocide le prévoit. La Cour internationale de justice est là pour ça, pour juger des différends entre les États. Et c'est une chance, en fait, de donner des dents au droit international pour qu'il se prononce. Et d'ailleurs, pour Israël, c'est pas banal, je pense, parce qu'il veut bien se défendre, contrairement à la Russie en 2022. Cette fois, Israël veut bien se défendre, donc je pense qu'elle est consciente des implications. C'est important sur le plan historique de mentionner que cette convention-là a été adoptée après la Seconde Guerre, où les Juifs ont été victimes donc de l'Holocauste, plus de 6 millions de morts. Et l'ex-juge Abella disait, c'est plutôt le Hamas qui veut éliminer les Juifs et Israël. D'où la sensibilité, le fait que le terme génocide est comme pris un sens, en fait, est comme été créé à la suite du génocide juif. Donc, je pense que de là vient une grande partie de la sensibilité du peuple d'Israël et des gens qui condamnent cette action-là devant la Cour internationale de justice. Par contre, il n'y a rien jamais qui va enlever la douleur des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le Hamas a commis un génocide? Je pense que c'est une question qu'on peut poser, mais qui est peut-être d'une moindre importance parce qu'il y aura d'autres causes contre le Hamas. Parce que c'est un groupe terroriste, parce qu'il y a des crimes de guerre, c'est autre chose. Parce qu'il y a des crimes de guerre, alors que là, Israël, c'est un État puissant qui est soutenu par des États puissants, et là, on l'amène devant un tribunal interétatique, puis on lui dit... fais face à tes actes et on va juger si c'est génocide ou pas. Donc, je pense que c'est particulièrement important. Alors, on dit que des décisions peuvent prendre jusqu'à une décennie. On verra ça. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Camille Marquis-Bissonnette. C'était fort éclairant. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.